Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui va probablement vous rendre fou. Parce que je vais remettre en question ce que 95% des golfeurs font au practice. Imaginez la scène, vous êtes au practice. Vous venez de vider 2 sauts de balle avec votre fer 7, soit environ 70 balles. 70 fois le même coup. Vous vous dites, ah, si je répète assez, ça va rentrer, mon corps va mémoriser le mouvement. C'est logique, non? Et c'est ce qu'on fait tous dans tous les domaines. Plus on répète un mouvement, plus on se dit qu'on va le maîtriser. Sauf que c'est scientifiquement faux. Non seulement cette méthode ne fonctionne pas, mais en plus elle est contre-productive. Elle vous donne l'illusion de progresser au practice, alors qu'en réalité elle détruit votre capacité à jouer sur le parcours. Et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi. On va parler de l'interférence contextuelle, de la variabilité de pratique, de pourquoi votre cerveau apprend mieux quand c'est difficile pendant l'entraînement, et de comment transformer votre practice pour que ça se traduise vraiment sur le parcours. Mais avant de continuer, sachez que j'ai créé une formation en ligne intitulée Neurogolf où j'aide les golfeurs à comprendre comment fonctionne leur cerveau. Si vous jouez mieux au practice que sur le parcours, si vous vous sentez paralysé mentalement sous pression, si vous avez l'impression de trop penser pendant votre swing, alors cette formation est faite pour vous. Et pour vous faire une idée de la qualité de cette formation, je vous offre la vidéo bonus de la formation, à savoir une vidéo analyse complète du mental de Bruce Kopka et de Scotty Scheffler, qui va changer littéralement votre façon de voir ce sport. Cliquez sur le lien de la description pour recevoir la vidéo directement. Et pour le référencement, bien entendu, n'hésitez pas à me lâcher le plus gros gris bleu que vous avez dans la poche et le petit commentaire cerveau pour me soutenir, et ça me montre que ce genre de vidéo vous plaît toujours autant et ça me pousse bien entendu à continuer. Allez, je vous attends là. Cerveau, petit like là, on se dépêche. Let's go! Bon, pour comprendre pourquoi répéter 100 fois le même coup ne marche pas, faut qu'on remonte en 1979, Université du Colorado. 2 chercheurs en psychologie expérimentale et apprentissage moteur, John Shea et Robin Morgan. Ces 2 chercheurs mènent une expérience qui va complètement révolutionner notre compréhension de l'apprentissage moteur. Imaginez une table devant vous, et sur cette table, il y a une rangée de petits obstacles verticaux, comme des quilles miniatures, ou des plots en plastique. Ils sont numérotés de 1 à 9, alignés en ligne. Votre mission, frapper ces obstacles avec votre main pour les renverser le plus vite possible, mais dans un ordre très précis. Chaque pattern est une séquence de 3 obstacles à frapper dans un ordre donné. Et il y a 3 patterns. Pattern A, 8, 6, 2. Vous devez taper l'obstacle 8, presque tout à droite, puis l'obstacle 6 au milieu, puis l'obstacle 2, presque tout à gauche. Pattern B, 3, 1, 5. Vous devez taper l'obstacle 3, puis l'obstacle 1, puis l'obstacle 5. Bon, là je pense que vous avez compris le délire. Un mouvement différent, un rythme différent. Pattern C, 4, 7, 9. Vous devez taper l'obstacle 4, puis le 7, puis le 9. Encore un autre mouvement, une autre séquence. 3 patterns du coup, avec 3 chorégraphies différentes avec votre main. Les participants sont divisés en 2 groupes. Le groupe numéro 1 était en practice bloquée, c'est-à-dire en mode répétition. Ces gens ont répété le même pattern 18 fois d'affilée. Du coup, le pattern A, voilà, 8, 6, 2, 8, 6, 2, 8, 6, 2, 18 répétitions. Puis ils sont passés au pattern B, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 3, 1, 5, 18 répétitions. Puis pattern C, 4, 7, 9, 4, 7, 9, 18 répétitions. Répétition, répétition, répétition. Leur cerveau mémorise une séquence à la fois. C'est fluide, rapide et confortable pour le cerveau. Exactement ce que vous faites au practice avec votre fer 7 quand vous tapez 100 fois le même coup. Le groupe 2 était lui en mode practice aléatoire. Ces gens ont fait les 3 patterns du groupe 1, mais en mélangeant les ordres de façon aléatoire. Par exemple, ils commençaient avec le pattern A, ensuite ils passaient au C, puis au A, puis au B. Jamais 2 fois la même séquence, le même pattern de suite. Du coup, leur cerveau doit constamment switcher dans les patterns. C'est pas de la répétition comme le groupe 1. Enfin, je pense que vous avez compris, quoi. Ça les obligeait du coup à changer de rythme, à changer de mouvement, à changer de plan. Et c'était du coup un entraînement un peu chaotique, difficile et frustrant. Exactement ce que nous on vit sur le parcours. On tape un drive, après on a un lie pourri, il faut qu'on tape un fer 7, on fait une gratte et après du coup on doit recentrer le coup parce qu'on a fait une socket et après on doit faire un coup de wedge, etc. quoi. Enfin,
Vous avez pigé. Et quels sont les résultats de cette expérience? Elles sont très intéressantes, vous allez voir. Pendant la phase d'acquisition, donc de l'entraînement, le groupe 1 en mode répétition a complètement dominé le groupe 2 en mode aléatoire. Bon, du coup, la conclusion est claire, c'est réglé. Le groupe 1 en mode répétition est clairement meilleur. La répétition, ça marche. Mais attendez, parce qu'en fait, il y a un twist. Bah oui, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Shae et Morgan ont laissé passer 10 jours. Pas d'entraînement. Entre-temps, rien. Puis, ils ont fait revenir tous les participants. La mission après ces 10 jours d'arrêt, c'était de refaire les 3 patterns dans un ordre aléatoire, comme sur un vrai parcours de golf en gros. Pas d'échauffement, pas de répétition pour se remettre dedans, juste vas-y on exécute. Et là, surprise, le groupe 2 a écrasé le groupe 1. Le groupe qui avait dominé la phase d'entraînement était maintenant le pire. Et le groupe qui avait galéré pendant l'entraînement était maintenant le meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la performance pendant l'entraînement ne prédit pas l'apprentissage réel. Au contraire, plus c'est facile pendant l'entraînement, moins vous apprenez. Plus c'est difficile pendant l'entraînement, plus vous apprenez. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est la réalité. C'est ce que Shae et Morgan ont appelé l'interférence contextuelle. Contextuelle parce que vous changez le contexte à chaque coup, pattern A, puis C, puis B. Le contexte change, le mouvement change, la situation change. Interférence parce que ça interfère avec votre performance immédiate. Ça vous ralentit, ça vous perturbe, ça rend les choses plus difficiles. Maintenant. Mais voici le paradoxe génial. Cette interférence est bénéfique pour l'apprentissage à long terme. Plus vous créez d'interférences pendant l'entraînement, mieux votre cerveau apprend. Plus c'est facile pendant l'entraînement, moins votre cerveau retient. La leçon pour le golf. Vous ne devez jamais juger la qualité de votre practice sur votre performance pendant le practice. Si vous tapez 100 balles parfaites au practice avec le faire 7, ça ne veut pas dire que vous progressez. Ça veut juste dire que vous êtes bon à taper 100 balles identiques dans des conditions identiques. Ce qui ne sert strictement à rien sur le parcours. Parce que sur le parcours, vous ne tapez jamais 2 fois le même coup. Ok, maintenant la question c'est pourquoi le practice aléatoire fonctionne mieux. Qu'est-ce qui se passe littéralement dans notre cerveau quand on varie ou quand on répète? Après l'étude révolutionnaire de Shae et Morgan en 1979, les chercheurs se sont posé cette question pendant des années. Et 3 grandes hypothèses ont émergé pour expliquer ce phénomène contre-intuitif. L'hypothèse 1, c'est l'hypothèse de l'élaboration. John Shae, oui, le même que l'étude, et Stéphane Zimi, en 1983, ont publié un article dans lequel ils proposent cette théorie. L'idée centrale, c'est que quand vous pratiquez en mode aléatoire, votre cerveau est forcé de comparer les différents mouvements entre eux. Faire 7 versus wedge. Quelle est la différence? Le plan de swing, le point de contact, la longueur du club. Et en comparant constamment, vous créez des représentations mentales plus riches et plus distinctes. C'est comme si votre cerveau construisait une bibliothèque de mouvements bien organisés. Chaque mouvement a sa propre fiche détaillée dans votre tête. Et en practice, en mode répétition, vous ne comparez rien. Vous vous contentez de répéter le même mouvement. Résultat, votre représentation mentale est pauvre, floue, est mal défini. Vous savez faire le mouvement pendant ces conditions précises, mais vous ne comprenez pas vraiment ce qui le rend unique. L'hypothèse 2, c'est celle de l'hypothèse de la reconstruction. Timothy Lee et Richard McGill, en 1983, la même année que Shae et Zimi, ils proposent une explication différente. L'idée centrale, c'est quand vous répétez le même coup 100 fois, votre cerveau ne fait pas d'effort. Il garde le plan d'action en mémoire à court terme. Coup 1, ok, faire 7, 150 mètres, setup, swing. Coup 2, même plan, juste, je répète le plan qui est déjà là. Coup 3, même plan, encore et toujours là. Votre cerveau est en mode automatique. Il récupère le plan en mémoire de travail et puis c'est tout. Mais quand vous variez, coup 1, faire 7, 150 mètres, plan 1, créer. Coup 2, wedge, 80 mètres. Reset. Coup 3, driver, 250 mètres, reset. Le plan du wedge disparaît et encore un nouveau plan se crée. À chaque coup, votre cerveau doit reconstruire le plan d'action depuis zéro. Ça demande beaucoup plus d'effort mental, c'est plus difficile, c'est plus lent, mais selon Lee et McGill, c'est exactement cet effort de reconstruction mentale répété qui grave le mouvement dans votre mémoire à long terme. Le cerveau se dit, ok, si je dois reconstruire ce plan souvent,
autant le stocker de manière solide. Et enfin, l'hypothèse numéro 3, c'est l'hypothèse de l'inhibition rétroactive. John Shea, encore lui, décidément il est partout, et Robert Graff, en 1994, il propose une troisième explication plus technique. L'idée centrale, c'est quand vous passez d'un mouvement à un autre, le plan d'action du premier mouvement est inhibé, c'est-à-dire qu'il est activement mis de côté, pour faire de la place au nouveau plan. Exemple concret, vous tapez un fer 7, le plan du fer 7 qui est actif dans votre cerveau, à ce moment-là, il vous sert. Puis après vous passez au wedge, donc le plan du fer 7 dans votre cerveau est inhibé pour faire de la place au plan du wedge. Puis vous revenez au fer 7, votre cerveau doit réactiver le plan qui a été inhibé depuis la mémoire long terme. Et c'est ce processus d'inhibition-réactivation qui renforce les connexions neuronales. Et en practice en mode répétition, il n'y a pas d'inhibition. Le plan reste actif en permanence pendant les 100 répétitions, du coup pas d'inhibition, du coup pas de réactivation et du coup pas de renforcement. En gros, les trois disent la même chose. Vous l'avez remarqué, ces trois hypothèses racontent essentiellement la même histoire mais avec des mots différents. Shea et Zimi, avec leur hypothèse de l'élaboration, vous comparez les mouvements, donc vous les comprenez mieux. Lee et Madgil, avec leur hypothèse de la reconstruction, vous construisez le plan, donc vous le gravez mieux. Shea et Graff, avec leur hypothèse de l'inhibition, vous inhibez, réactivez les plans, donc vous renforcez mieux. Le point commun de ces trois hypothèses, c'est qu'il y a un effort cognitif intense pendant l'entraînement. Et c'est cet effort cognitif pendant l'entraînement qui va vous donner une meilleure rétention à long terme. En gros, plus votre cerveau galère pendant le practice, mieux vous apprenez. C'est complètement contre-intuitif, ça va contre tout ce qu'on vous dit depuis des années, mais c'est scientifiquement prouvé par des dizaines d'études depuis plus de 40 ans. Bon, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais c'est des études en labo, avec des plots sur une table, pas du golf réel. Et vous avez raison, alors on va parler d'une étude spécifique au golf menée en 2010 par Jared Porter, professeur en kinésiologie, et Richard Madgil, auteur du manuel de référence Motor Learning and Control. Sur les bases des études menées par Shea et Morgan en 1979, ils ont mené l'expérience des plots en plastique à renverser sur la table, mais en mode version putting. Les chercheurs ont pris des golfeurs novices et les ont divisés en trois groupes. Le groupe 1, c'était le groupe du practice en mode répétition. Ces golfeurs ont pratiqué des putts à 3 distances. Le groupe 2, lui, c'était le groupe du mode aléatoire. Le groupe 3, the increasing, c'est le groupe de l'augmentation progressive. En gros, ce groupe numéro 3, il commençait en mode répétition, puis il finissait en mode aléatoire. Et voici les résultats. Pendant l'entraînement, sans surprise, comme dans l'étude précédente, le groupe en mode répétition a dominé les deux autres groupes. Mais au test de rétention 24 heures après, le groupe 3 a écrasé tout le monde. Meilleure précision, plus de putts rentrés, meilleur transfert vers les nouvelles distances. Le groupe random était deuxième et le groupe en mode practice bloqué était dernier. Ce que ça nous apprend, c'est que la variabilité améliore la rétention, même au golf. La progression est optimale quand on mélange les deux. Commencer en mode répétition pour comprendre les bases, puis augmenter progressivement l'interférence pour s'adapter. Et ça nous apprend aussi que la performance immédiate ment. Si vous jugez votre practice sur le nombre de balles bien tapées, maintenant, en fait, vous vous trompez de métrique. Bon, maintenant, le plus important, comment vous faites ça concrètement? Comment on fait en tant que golfeur? Et voici ma méthode en 4 étapes. Étape 1, abandonner le practice robot. Arrêtez de vider des paniers entiers avec le même club vers la même cible. Sérieusement, arrêtez, c'est une perte de temps. Pire, c'est contre-productif. Étape 2, c'est d'utiliser la règle des 3 coups maximum. À chaque session de practice, imposez-vous de changer de club au minimum tous les 3 coups. Faire 7, puis wedge, puis driver, enfin bref, vous avez vu. Et idéalement, bien entendu, vous alternez à chaque coup. Étape 3, variez les cibles. Ne tapez jamais 2 fois sur la même cible. Forcez votre cerveau à recalculer les distances et la direction à chaque coup. Alternez des drapeaux à 140, 150, 80, 50. Enfin bref, vous avez compris le délire. Étape 4, c'est de simuler
un parcours mentalement. Entre chaque coup, faites une routine complète comme si vous étiez sur un parcours. Ne tapez jamais une balle directement l'une après l'autre en mode mitraillette. Ça, c'est vraiment la pire chose à faire. Et la réalité, quand vous appliquez ça, c'est que au début, vous allez détester parce que vous allez taper moins bien que d'habitude quand vous enchaînez 50 coups de fer 7. Vous allez être moins régulier, moins propre. Votre ego va en prendre un coup. Vous allez voir le mec à côté qui tape 100 coups de fer 7 parfait, qui a l'air meilleur que vous. Mais à ce moment-là, rappelez-vous de cette vidéo. La performance au practice ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est le transfert sur le parcours. Et là, vous allez les écraser. Si vous avez écouté cette vidéo jusqu'ici, vous êtes maintenant dans les 5% des golfeurs qui comprennent vraiment comment s'entraîner et apprendre. La plupart des gens vont continuer à taper 100 balles de suite identiques parce que c'est rassurant, parce que ça donne l'impression de progresser. Mais vous, maintenant, vous savez que c'est une illusion. Si vous devez retenir 3 éléments de cette vidéo, ce sera ces 3 vérités. La vérité 1, c'est que la performance immédiate ne prédit pas l'apprentissage. Si vous tapez bien au practice, ça ne veut pas dire que vous allez bien jouer sur le parcours. La vérité numéro 2, c'est que la difficulté pendant l'entraînement est bénéfique. Plus c'est dur à l'entraînement, mieux vous apprenez. La vérité 3, c'est que le golf est un sport de variabilité. Chaque coup sur le parcours est unique. Donc, votre practice doit refléter ça. Le golf est un sport contre-intuitif, vous le savez autant que moi. Ce qui semble efficace ne l'est souvent pas. Ce qui semble inefficace est souvent la clé. Les études scientifiques sont là pour nous guider et pour nous montrer ce qui marche vraiment. Alors faites confiance à la science, variez votre practice, acceptez de galérer et vous allez voir, votre golf va se transformer. Et rappelez-vous, le meilleur practice, c'est celui qui ressemble au parcours, pas celui qui rassure votre ego. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre vidéo offerte extraite de ma formation Neurogolf. Le lien est dispo dans la description de la vidéo. Allez, ciao!